Quand on a une plage alimentaire restreinte, on ne peut répondre qu'à certains besoins. Et si on ne va jamais interroger les autres aliments, eh bien on ne saura jamais qu'on en manque. Ce n'est que par une approche sensorielle, olfaction en première approche, et impératif, gustation. Et je vous invite là à aller voir l'article sur la respiration orthonasale et rétronasale, qui ont des conséquences totalement différentes. La respiration orthonasale, la respiration directe, passe devant l'épithélium olfactif et me donne des informations sur les molécules qui s'échappent de l'aliment. L'aliment est là, hein, je le sens et j'ai une information directe. Ensuite, quand je le mets dans la bouche, je l'ouvre. Donc j'accède à autre chose de l'intérieur. Et cette autre chose, eh bien, nous avons la capacité, grâce à la respiration rétronasale, c'est-à-dire que je mâche quelque chose, je le mélange à la salive, c'est comme un labo de biochimie, ça ne sera pas n'importe quelle salive qui va venir se mélanger. Et ce qui est important, c'est que mon épithélium olfactif va récupérer les données du résultat de cette opération, de cette manœuvre biochimique. C'est comme s'il y avait un labo. Hein, voilà, j'ai ouvert quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est, je veux plus d'infos. Alors je mets 3 gouttes de bleu, d'éthylène de je ne sais pas quoi, et ensuite je teste et je vois, j'apprends beaucoup plus sur la composition. Et ça, j'ai besoin de l'apprendre avant d'ingurgiter. Donc il faut ça au moment de la bouche. Donc il y a l'olfaction orthonasale, rétronasale, c'est dans la bouche, et il arrive souvent que, bon, la grande majorité du temps, quand je sens que ça sent bon et que je salive, c'est sûr, je vais goûter, je vais me régaler. Mais parfois, je sens, ça sent bon, je mange une bouchée et c'est mauvais. Et c'est mauvais. Alors comment peut-on expliquer ça? Ça, c'est une question que tu ne m'as pas posée, mais je vais en profiter pour y répondre. Et alors comment on peut expliquer ça? On peut l'expliquer avec l'approche du dosage. C'est-à-dire que quand on respire les odeurs qui se dégagent d'un aliment, on consomme, puisque les molécules viennent sur l'épithélium olfactif et ensuite rentrent dans le cerveau, ça rentre, on mange quand on respire. Mais on mange dans des quantités infinitésimales. À partir du moment où on passe à un besoin beaucoup plus important, c'est pas avec l'odeur que je vais m'en sortir. Ou alors je passe une semaine devant l'odeur. Mais si j'en ai besoin de plus, il faut que je passe du niveau moléculaire au niveau pondéral, c'est-à-dire un poids, tu vois, qui est de la matière. Mais on ne peut pas évaluer la quantité de matière dont je vais avoir besoin. Quand c'est un aliment que je connais, il n'y a pas de problème. Si mon ananas, je salive vraiment de manière importante, je vais prendre une grande bouchée, je vais me régaler tout de suite. Je sais très bien qu'il n'y aura pas de mistouffe, tu vois, il n'y aura pas de trucs cachés. Par contre, si c'est un aliment que je ne connais pas, quand je vais le manger, il se peut que j'en mange beaucoup plus. Une seule bouchée, ça peut être beaucoup, beaucoup trop. Donc, une recommandation, c'est quand il y a un aliment nouveau que vous ne connaissez pas, de toujours le tester en très petite quantité. J'ai une petite anecdote pendant la cruisière 2018, où on était partis avec tous les équipiers, on était une dizaine, à manger comme des cueilleurs sur le bateau. On était au sud de Porquerolles. On est arrivé sur la plage le matin, 10h, 11h, et on a commencé à manger ce qu'il y avait comme un cueilleur. Il y avait des chapeaux chinois, il y avait des bigorneaux, il y avait des égales, etc. Et moi, eh bien, je me suis fait piéger. J'ai vu un truc nouveau, ça avait l'air appétissant, l'air, mais ça ne veut rien dire l'air, je suis bien placé pour le savoir, mais par contre, quand j'ai commencé à le goûter, au lieu de le goûter d'une manière très précautionneuse, je veux dire un microgramme au tout début, tu vois, l'odeur était bonne, elle était attirante, mais au lieu de faire ça, j'ai pris une bouchée, quoi, et c'était du piment de Cayenne, quoi. Donc ça c'est important, un aliment inconnu, c'est important de le tester vraiment petit. On ne connaît absolument pas la quantité de nos besoins. Quand on a quelque chose qui nous attire à l'odeur, je ne sais pas si j'en aurais besoin de beaucoup ou de pas beaucoup. Donc c'est important de faire cette distinction. Du coup, Dom, maintenant que j'ai tous mes aliments devant moi, comment, chaque catégorie, les 3 catégories, comment j'organise ma journée alimentaire? Comment je choisis et comment je procède en fait? C'est une super question parce qu'on est vite noyé devant autant d'informations. Mais avant de répondre vraiment précisément à ta question, je vais recaler les choses. On parle bien d'un cueilleur, quelqu'un donc qui mange 4 à 6 prises alimentaires par jour, qui mange un seul aliment par prise alimentaire.
hein, c'est-à-dire pas d'empilage d'aliments dans l'estomac, et avec une répartition, puisqu'on a bien vu l'objectif, 2 permanents dans la journée, 2 saisonniers et 1 aléatoire. Hein, ça, c'est la logique qu'il faut chercher à reproduire. Et si tu essayes de regarder l'ensemble de la plage alimentaire et toutes les catégories, tu es perdu. Hein, donc la question que tu dois te poser le matin, au moment où tu commences à manger, c'est quelle catégorie je vais tester là maintenant, en sachant que, comme je l'ai dit, je dois faire 2 permanents dans ma journée, 2 saisonniers et un aléatoire. Eh bien, ça c'est relativement libre, mais avec des tendances. On sait que tout le monde a un petit peu du mal à consommer des légumes, hein, que c'est un aliment permanent, donc avec un appel faible, d'où l'intérêt de privilégier au moins une prise alimentaire de légumes en début de journée, après le jeûne nocturne. Ça augmente les chances de se régaler avec des légumes. Ensuite, il y a une tendance à mettre les aliments sucrés en milieu de journée quand il fait chaud, hein, parce que ça correspond. Ça, j'ai écrit un article là-dessus sur les révélations sur le froid, qui explique pourquoi et comment il y a un moment privilégié pour manger les produits sucrés. Et ensuite, il y a un autre élément, c'est que le deuxième catégorie de saisonniers longue durée, on peut les manger un peu n'importe quand. Les protéines, on peut aussi les manger un peu n'importe quand, mais avec une préférence le soir, parce que c'est le soir qu'il y aura eu la plus grande maturation ou le plus grand séchage. Et par contre, les sucres concentrés, les aléatoires sucrés, il faut les privilégier en milieu de journée. Déjà, c'est le premier point. Ça, maintenant, on a les bases. Maintenant, comment je vais gérer ma plage alimentaire? Maintenant, je suis en sous-catégorie. Hein, donc, j'ai une catégorie permanent, une catégorie saisonnier court, saisonnier long, aléatoire sucré, aléatoire protéiné. Et chaque aliment qui constitue chacune de ces catégories forme une unité sensorielle. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles dans des durées comparables tous et dans des fréquences, avec des fréquences comparables. Voilà. Donc, impératif, il faut tester les catégories indépendamment les unes des autres. Donc, on va ramener notre question à la gestion de chaque catégorie. Donc, on se retrouve pour chaque catégorie alimentaire, pour chaque plage alimentaire, on se retrouve avec un espèce de podium avec 3 positions. Il y a une position très haute qui correspond aux élus, ce sont les aliments que vous consommez en ce moment, avec lesquels vous vous régalez et qui vous procurent de grands plaisirs sensoriels. Ensuite, il y a la catégorie des sortants, c'est-à-dire que tu t'es régalé avec tel et tel aliment depuis 3, 4, 5 jours, c'est en train de partir, donc tu les vires. Mais du coup, il te manque une place dans les élus. Et si tu ne réapprovisionnes pas cette diversité de la catégorie élue, eh bien, tu vas tourner en rond et tu vas t'enfermer et tu es perdant. Il faut absolument avoir une approche dynamique. C'est-à-dire que ta plage alimentaire, elle doit être vivante. Vivante pour remplacer les saisons. Quand on parle d'alimentation sensorielle raisonnée, le raisonnement, il vient dans le fait de reproduire les conditions originelles dans lesquelles notre système sensoriel s'est calé. Et c'est ainsi qu'on obtiendra les meilleurs résultats. Donc, il faut absolument renouveler. Et renouveler, ça veut dire réapprovisionner sur la marche du podium les remplaçants qui vont venir remplacer ceux qui n'ont plus d'attrait sensoriel. Pas à tous les coups, pas sûr, hein, mais au moins on essaye d'en remettre pour avoir tout le temps quelque chose qui apporte du plaisir à la consommation. Parce que le plaisir juste, c'est la vérité. Alors il se passe une chose, c'est que quand on sélectionne un aliment avec sa tête, hein, et non pas par l'olfaction ou le goût, eh bien on a de très très fortes chances de louper la cible, qui est de trouver le plaisir. Et donc, non seulement on a peu de chances de trouver le plaisir, mais on a du coup des arrêts sensoriels qui arrivent très vite, puisqu'on est en train de consommer quelque chose dont je n'ai pas besoin. Donc je me retrouve avec déjà un aliment, parce que j'ai essayé de le manger, dans l'estomac. Je suis frustré, d'abord j'en ai pas pu en manger beaucoup, il est devenu mauvais, je suis toujours en manque de plaisir et toujours en attente. Donc je vais en essayer un autre. Si je le consomme de la même façon, soit parce que les courgettes sont en train de se perdre, donc je vais manger mes courgettes pour ne pas les perdre,
eh bien on fait la même erreur. Mhm. Et on va remanger pour tester, et on va remettre un autre aliment dedans, et puis on va encore rater la cible, on en mettra un troisième, et on a le ventre gonflé comme ça, on a encore faim, parce qu'on n'a manque jamais... de plaisir. Et on n'a pas eu de plaisir, et on a raté la cible, tu vois. On a répondu à côté du besoin. Et résultat, c'est que c'est le début de la porte ouverte vers toutes les compensations, les transformations, le cuit à l'extrême, mais déjà le mélange, les salades, on va chercher à mélanger des choses pour les rendre plus consommables. On va faire un petit peu ce qu'on fait quand on fait des jus et qu'on décide par la tête que le curcuma c'est bon pour la santé, donc on en met, mais comme c'est très très mauvais au goût, on va rajouter un truc sucré, banane, pomme, etc. Exactement comme quand on fait une salade composée. On met plein d'ingrédients, on met de la sauce, on maquille tout, et tous les convives vont manger la salade poliment jusqu'au bout. Et puis on ne cible pas les besoins. Non seulement on est à côté. On est à côté. Alors, si on fait l'expérience un jour avec une salade comme ça, avec des convives, on voit que tout le monde bien poliment mange son truc, tout est bien maquillé, donc parfait. Si le lendemain on fait la même salade de mélange, mais on ne met pas de sauce, eh bien il y en a certains qui vont mettre le concombre de côté, d'autres le poivron, et il y en a même un qui ira piquer les tomates de celui qui les a mis sur le côté. Et le troisième jour, on met des tomates, des concombres, etc. Hein, et la personne va chercher ce qu'elle veut, ce qui est bon pour elle. Quand on fait une salade lissée par le maquillage, eh bien, on mange trop de choses dont on n'a pas besoin et pas assez de choses dont on a besoin. On se trompe doublement, quand on fait ça. Hein. Quand on fait un jus combiné et qu'on met des choses qu'on n'aime pas avec des choses qu'on aime, on se trompe deux fois. Hein. On se trompe parce qu'on ne prend pas assez de ce dont on a besoin et on prend trop de ce qui nous manque. Voilà, vous avez compris. Alors, ce qui est important dans toute cette histoire, vous vous souvenez qu'on a pris comme modèle... Non, les oies, écoutez. Allez. Donc on a pris comme modèle le cueilleur. Parce que le cueilleur, c'est la référence de ce que nous avons gardé dans notre patrimoine génétique. Il y a différentes sortes de fossiles. Les paléoanthropologues, ils vont rechercher des os qui ont des millions d'années, mais on ne s'est pas encore intéressé à aller chercher les informations mémorisées dans notre patrimoine génétique, des informations comportementales, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau du système sensoriel. Et là, ce qui est très important dans cette histoire, c'est que même si on a pris le modèle du cueilleur, tout ce que je viens de vous raconter va être utilisable par beaucoup d'autres crudivores. Les crudivores qui se font des salades composées, ceux qui font de la cuisine. Quand quelqu'un fait de la cuisine, soit il établit sa recette sur un coup de tête en disant il faut de ceci, il faut de cela, etc. Et il est sûr de se tromper en trop et en pas assez. Soit il teste les aliments, il trouve qu'il y a ça qui sent bon, ça qui sent bon, ça qui sent bon, et il essaye de faire quelque chose avec Bien ça. sûr. Tu vois un autre cas, c'est le cas des jus. Faire des jus avec des aliments qui sont mauvais, sous prétexte qu'ils sont bons pour le foie, ils sont bons pour ceci ou pour cela, et comme ils sont pas bons au goût, donc c'est pas... Manger un gros bout de gingembre comme ça... Ah, il faut être fou, quoi. Hein. Mais le boire, par contre, sous une banane, ça voilà, va. en le camouflant, etc. Il y a vraiment une histoire de maquillage derrière la cuisine. Ouais, hein. bien sûr. Il y a du maquillage. Donc, ne serait-ce que pour la cuisine et pour les jus, déjà, ça vaut le coup d'avoir compris l'approche sensorielle. Bien sûr. Et de savoir aussi que si on fait des jus en mélangeant des aliments permanents avec des caractéristiques sensorielles particulières et qu'on les combine avec des aléatoires, eh bien, on va avoir une force de l'aléatoire qui va complètement camoufler le permanent. Hein, elle va le dominer, ça va être bon. C'est pour ça que le permanent, il ne faut pas y aller à l'aveugle. Il ne faut pas s'amuser à mettre du chou-fleur parce qu'il va se perdre et qu'il n'est pas bon en le mélangeant avec un sucre concentré pour éviter de perdre. Ça, c'est la démarche. Donc,
faudrait presque faire des jus par catégorie. Par catégorie, Les, oui. les permanents, mélanger Oui. des permanents, les sentir Oui. et les choisir Oui. par l'olfaction. Mais petit à petit, il y a un phénomène qui se passe, c'est que si vous commencez à procéder de cette façon, au quotidien, vous allez petit à petit vous retrouver confronté avec des aliments, puisque vous les aurez testés cette fois. Non pas parce que vous suivez bien ce qu'il a dit le monsieur, mais parce que votre salade, vous avez envie de ne pas la louper. Hein, et de ne pas camoufler des choses pas bonnes, etc. Mais vous allez sentir. Et d'un seul coup, vous allez tomber sur des aliments qui vont entraîner une réponse sensorielle suffisamment importante pour que vous en oubliez de les composer, de les mélanger ou d'en faire des jus. Bien sûr. Tu vois Ouais. ça met en route une démarche, C'est logique. une approche sensorielle qui te donne du résultat. Le problème, c'est le manque de résultat. Quand tu manges des choses et que ça ne te satisfait pas. Donc tu en manges un autre, donc tu remplis, etc. Mais pour initialiser cette approche, ben, c'est vachement bien de commencer à prévoir ces salades composées par une approche sensorielle et de faire ces jus aussi par une approche sensorielle. Là, on a un gain vraiment énorme. Et puis, le gain le plus extraordinaire, c'est que dans l'année, vous allez couvrir l'ensemble de la plage alimentaire omnivore. Petit bout par roulement. Et vous êtes sûr de ne laisser aucun besoin de côté. Et vous avez le maximum de chances de remettre votre organisme dans une forme extraordinaire. Voilà. Super, un grand merci Dominique. Je te remercie pour ton écoute bienveillante. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, avec plaisir.